débrief de la saison, accompagné comme d'habitude de Monsieur David Boucher, qui est en forme aujourd'hui, je vous préviens tout de suite. Il va envoyer du steak. Ça va, David? Ça va, bonjour à tous. Ouais, je suis en top forme là. Ouais, Je suis stressé, je suis nerveux. ouais, comme les 20 derniers bornes du Milan-San Remo, quoi. Ouais, exactement. J'ai bouffé des petits pains Philadelphia confiture pendant 300 bornes là. Ça y est, je suis prêt pour le final. Il reste 20 bornes. Enfin, on va éclater. Donc voilà comment se passe Milan-San Remo. Débrief terminé. Salut! Non, je déconne. On va détailler un peu plus ce qui s'est passé ce week-end en Italie pour les filles et les garçons. Tu veux commencer par quoi? Filles ou garçons? Bon, garçon. On va commencer par Milan-San Remo. Il y avait 299 km officiellement au compteur, parce qu'avec le fictif, tu m'as dit que ça faisait bien plus. Ouais, on doit frôler les 313, quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Avec leur super fictif à la sortie de Milan, avec des routes bien larges, bien longues, Mhm. bien chiantes. Faut dire les Mais choses comme toujours, ça. quand tu as fini le fictif, il est temps de commencer à manger. Mais bon, voilà, après, c'est bon, on rentre direct dans le vif du sujet. Ça a été retransmis en intégralité à la télé. Bon, c'est bien pour une fois. On voit ce Ouais. qui se passe pendant 300 bornes, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'il se passe rien. Des longues lignes droites. Je le sais parce que j'ai fait Milan-San Remo. Bon, au début, c'est un peu nerveux, mais généralement, l'échappée, elle part assez facilement. Et puis, derrière, c'est monotone, c'est long. On rentre vraiment dans une zone d'endurance où on a intérêt à manger régulièrement, sinon ça vous arrive sous le coin de l'oreille sans qu'on s'en rende compte, la fringale, parce qu'on roule vraiment calme. Et après, il y a un tempo qui s'installe après le Turquino, qui est à peu près à mi-course. Et puis Ouais. là, on entame tous les capis. Et voilà, ça devient un peu plus nerveux, mais bon, ça va encore. C'est juste le dernier petit mont avant la Cipressa, je pense que c'est le Berta, Capo Berta, Capo Berta, ouais. qui là, ça devient très nerveux parce qu'il y a des légendes qui disent que si tu es placé là, tu seras placé à la Cipressa. Bon, ça se vérifie pas toujours ces dernières années, mais là, ça commence à être quand même assez nerveux. Et si vous allumez votre télé à partir de là, c'est suffisant. Voilà. Ouais. Donc, on va dire que si tu as un pote dans le peloton que tu n'as pas vu depuis 6 mois, on va dire que tu as 3 heures pour discuter, quoi, en début de course. Oh, t'as plus que ça, hein. T'as 5 heures au moins. Oh, attends, t'as 200. T'as même plus. T'as 240 bornes pour discuter avec, sans problème. Tu vois la sortie d'endurance que tu fais pour discuter avec le mec. Et là, mon vieux, en 240 bornes, t'as refait tes 6 mois, là, c'est sûr. C'est sûr. T'es en 8-3 pendant 4h30, 5 heures, quoi. Ah ouais, mais de toute façon, t'as intérêt à discuter avec tous les mecs du peloton parce que sinon tu t'endors sur le vélo, hein. C'est pas une blague, hein. Ouais. C'est le mec qui est concentré dès le début, focus et qui reste comme ça, mais il s'endort, hein. Faut voyager dans le peloton, faut discuter avec les mecs, et le temps il passe beaucoup plus vite. Ou Ouais, et alors puis tu fais comme moi. ça évite de te rendre nerveux aussi, quelque part. Ouais, mais t'inquiète pas, à un moment, tu la sens de toute façon, la nervosité qui arrive après le Turquino. Les mecs commencent à se dévêtir. Euh, les jambières, ils s'enlèvent, les manchettes, les vestes. Et puis là, tu sais que bon, ça y est, on va d'ici quelques dizaines de kilomètres rentrer dans le vif du sujet. Et là, tu sens qu'il y a un silence qui s'installe. Ça devient tendu d'un coup. Ouais. Là où on discutait, on était pépère, même dans le Turquino. On entame la descente, encore un moment de répit parce qu'on se dévêtit. Et là, tu sens qu'il y a un silence. Donc ça devient nerveux. Et ça commence à embrayer pour déjà fermer l'écart avec les échappés. Et ensuite, pour les placements. Ouais.
Et si tu Tiens, n'as pas mangé, si tu n'as pas bu, tu as l'impression que tu es encore bien. Ouais. Au moindre coup de pédale, terminé, tu te dis, ah bah non, finalement, je suis pas bien. Bah, tu regardes le compteur et tu te rends compte que tu es à 280 km déjà, donc ce qui est normal. Ouais. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que les abonnés ou ceux qui suivent notre chaîne régulièrement, si vous n'êtes pas abonné, bah, faites-le, hein. C'est toujours mieux. Dites-nous comment vous avez vu la course dans les commentaires, dans l'espace commentaire. Comment vous avez vécu? Est-ce que vous êtes, on va dire vulgairement, emmerdé pendant 5 heures? Ou si ça vous plaît de voir une course comme ça en intégralité, même s'il ne se passe rien, quoi. Pensez à le mettre en commentaire. Bah, je Donc, pense que de toute façon, comme j'ai dit, c'est pas mal de voir une fois comment ça se déroule. Mais encore une fois, je pense pas que Milan-San Remo soit le meilleur exemple pour retransmettre une course en intégralité. Parce que bon, le profil du parcours au début, il est quand même vraiment inintéressant. ouais, ouais. C'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est des grands bouts droits. Euh, ça roule tempo et t'as rien à faire, quoi. Moi, je me souviens que j'ai pas. Allez, j'exagère encore, hein, c'est dans l'exagération, mais je n'ai pas vu 10 virages jusqu'au Turquino, donc jusqu'au kilomètre 150, 160, je n'ai pas vu 10 virages. J'étais Ouais, vraiment euh, dans un état second sur mon vélo, comme si j'allais m'endormir. J'étais vraiment lassé, c'est long, il se passe rien. Euh, donc, et c'est sûr que tu as une consigne que tu ne peux pas aller dans l'échappée et que tu dois rester dans le peloton. Honnêtement, pour parler crûment, tu te fais chier, quoi. ouais. On va dire que c'est une des courses les plus ennuyantes du calendrier. Oui, parce que tu as des courses bon, on prend d'autres exemples, hein, vite fait comme ça, Gand-Wevelgem ou le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, mais tu sais qu'il y a deux courses dans une. À Gand-Wevelgem, tu sais qu'il y a le vent qui joue un gros rôle au début et qu'il y a une sélection qui va se faire de l'arrière. Le Tour des Flandres, il y a des monts déjà au début, même si c'est pas un juge de paix, il faut quand même être placé parce que c'est nerveux. Il y a les chutes, il y a toutes ces choses-là qui peuvent rentrer en ligne de compte en début de course et qui peuvent mettre en péril ta course au final. Un Paris-Roubaix, il y a deux courses en une. C'est qu'il y a une course de nervosité au début parce qu'il faut prendre l'échappée et des fois ça dure juste avant le premier secteur, donc 100 km. Et l'échappée sort parfois au kilomètre 95. Donc, parce que ça a bagarré. Et puis ensuite, tu as la deuxième phase de course où c'est les pavés, où là, ben, c'est nerveux avant le secteur. Sur le secteur, ça se pose un peu. C'est nerveux après le secteur. Et ben là, tu es obligé d'être placé. Mais là, à Milan, ça se joue sur 25 km. Il y a aussi le facteur des chutes, c'est certain, avant la Cipressa. Mais tout ce qui Ouais. se passe avant, pendant 180 bornes, si tu chutes là, franchement, c'est que tu t'es vraiment endormi sur le vélo, quoi. Ouais. Après, on en vient au vif du sujet. Ouais, quand ça arrive, Cipressa, c'est à combien? 25 bornes de l'arrivée? Ouais, à peu près. Ouais. Là, quand tu commences à arriver là, tu vois que tout le monde commence à s'exciter, ça frotte, ça se pousse. Là, il n'y a plus de place à la discussion, à la rigolade. Et là, tu rentres, comme tu dis, dans une deuxième course. Et c'est ce qu'on a vu samedi. Ouais, bah, à partir du kilomètre 35 avant l'arrivée, hein, Capo Berta, là, ça, c'est sûr que c'est nerveux parce que ça monte déjà un peu plus enlacé. Et la descente derrière, elle est étroite, sinueuse pour arriver dans le village. Et ensuite, tu quittes le bord de mer vers la Cipressa, là. Et si t'es pas placé là, à la vitesse où ça monte, bah là, c'est fini, quoi. Tu te prends un coup d'élastique et tu revois plus la tête, hein. Parce que c'est nerveux, déjà d'une, ça frotte, mais terrible, terrible, terrible. Et puis derrière ça, tu as le rythme effréné dans la montée, donc théoriquement, tu es incapable de remonter. Si tu es 50e, tu vas remonter peut-être 30e, mais pas mieux. Et dans la descente, c'est en fil, mais vraiment en fil, quand je dis en fil. Et tu arrives au pied en bas de la descente, et là, il y a tout le temps, mais chaque année, il y a des cassures. Chaque année. Oui, ça s'est encore vérifié cette année, là.
chaque année, c'est là que ça casse. Et la course, elle se fait dans la descente, et pas forcément dans la descente, mais juste derrière la descente. Ouais. Il y a On même a pas vu, besoin d'attaquer. de toute façon, les descentes, que ce soit celle de la Cipressa ou du Poggio, c'est pas des descentes, tu peux faire que suivre. Tu te prends une place en haut du Poggio ou de la Cipressa, tu es à la même place à la fin de la Quasiment, descente. quasiment, C'est quasiment. très difficile à doubler. C'est des belles descentes, hein, sinueuses mais belles, hein. Mais Ouais. justement, du fait qu'elles soient belles, elles sont très rapides. Et tout le monde est capable de descendre super vite là. Mais bon, un virage mieux négocié, tu laisses 3-4 mètres. Et c'est quasiment impossible de relancer à l'allure où ça descend, de relancer plus vite que le mec devant toi et de le doubler. C'est impossible. Donc, fatalement, ça fait des cassures. Ouais. Même Sagan, ça s'est vérifié, il était bien mis en haut de la Cipressa, il était dans les, bien mis, j'estime, dans les 30. Ben, il y en a 23 ou 24 qui partent dans la descente. Et lui est derrière, alors que c'est un virtuose en descente, il n'a pas su passer. C'est impossible. Ça va trop vite. Ouais, puis il n'y a pas tout le temps de la place pour deux mecs dans une courbe. Surtout c'est des virages serrés quasiment à chaque fois. Ben, disons qu'il n'y a pas une ligne droite, hein, c'est ça le problème. C'est que c'est en serpentin, mais c'est des longs virages qui amènent sur des virages plus courts fermés, qui se remettent sur un long. Donc en Ouais. fait, c'est tout le temps un virage. Il n'y a jamais un petit bout de ligne droite, quoi. D'où la manœuvre, je pense, de Pidcock. Dans le Poggio, il s'est mis devant, comme ça, il savait que, comme lui, c'est un très très bon descendeur. Bah, à mon avis, il s'est dit, bah, je vais me mettre là, comme ça, je vais être tranquille. J'impose mon rythme et je prends pas de cassure, quoi. Ouais, après, ouais, bon, après, il avait les équipiers avec pour le faire. Mais voilà, je pense que ça a été la tactique d'Ineos de faire un gros tempo. Mais finalement, ce gros tempo-là, il a fait le jeu de pas mal de mecs qui ont su s'accrocher parce que d'habitude, ça monte par à coups et ça flingue. Tandis que là, ça a monté à un gros rythme. Donc les mecs, bah, ils ont su s'accrocher. Et ce qui fait qu'on a basculé avec un gros groupe. Alors que habituellement, ça monte plus, un peu plus calme et tu as une grosse mine, une grosse accélération explosive d'un des mecs. Et là, ça casse. Ouais, Tandis que là, là, le ça n'a truc, pas cassé. le Il s'est truc, tendu, mais il n'a pas cassé. ouais, et le problème en plus, c'est que les deux bosses, elles ont été. Bon, c'est peut-être un peu moins vrai sur la fin du Poggio, mais si près ça, tu as la Jumbo Visma qui se met en route, et puis bah, tu personne qui peut mettre une sacoche parce que bah, ça monte quand même à un rythme assez élevé, même si c'est pas un rythme d'enfer, c'était pile poil ce qu'il fallait pour que aucun mec ne puisse sortir. Ouais, mais de toute façon, c'était leur but pour Watt, hein. Mais après, bon, on a encore heureux qu'on a Julien qui a essayé quand même. Et puis Watt qui a essayé de contrer. Mathieu qui a suivi malgré qu'il était un peu loin. Et moi, qui était là, quoi. Et puis Ewan qui était là. Mais de toute façon, moi je vois les gens surpris, mais je vois pas pourquoi il faut être surpris qu'il soit là. Le mec, c'est pas des cols, hein, c'est des bosses à monter vite. Ouais. Ewan a déjà fait un podium, il en a refait un là. Arnaud Démare a gagné à Milan-San Remo au sprint. Il y a des sprinteurs, plein de sprinteurs qui ont gagné, donc c'était pas un exploit qu'il soit là. Si on regarde bien, c'est parce que Nasser Boigny est mal placé, mais il est juste derrière dans le petit groupe à 17 secondes. S'il est mieux placé, il est avec. Donc moi j'estime que les sprinteurs là-bas sont capables de passer, quoi. Ouais, et puis, tu vas nous en parler, mais le Poggio, les gens ont tendance à s'en faire, entre guillemets, une montagne. Bon, c'est dur parce que ça monte vite, mais c'est pas non plus, c'est pas l'Angliru, quoi. Non, bah non. Si tu mets petit plateau au poteau, Bah, tu sautes, hein. bah ouais, tu montes là-dessus, tu bracasses à mort, hein. Bah oui. Donc, Les gens ont tendance à oublier que c'est quand même, c'est quoi? T'es sur des pourcentages à 4, 5, 6%, ouais, 8 au plus dur. ouais. Et tu as des replats en plus, hein, donc Voilà.
Mais il faut presque freiner dans les virages, hein. Moi, je le sais. De toute façon, quand tu arrives, tu dois freiner dans les virages. T'arrives Ouais, trop vite. C'est pas un col, c'est une bosse qui se monte. C'est un espèce de long faux plat qui se monte très rapidement. oui, oui. Voilà. Et donc, si tu montes très vite, bah, ça se tend, mais ça casse pas. C'est juste au sommet, là, avant le sommet, où ils mettent une bonne attaque. Et là, bah, généralement, ça casse. Mais cette année, ça n'a pas cassé énormément. Ouais, parce qu'à la Philippe, allez, on va dire 100 mètres près, son attaque, il la remet pile poil au même endroit que les 2 années précédentes, hein. Ouais, ouais. Mais ça a monté beaucoup plus vite avant. Ça Donc, a monté plus fort. donc Et il était peut-être. La première année, il a joué de l'effet de surprise, entre guillemets, parce que même si les mecs, ils l'attendaient, ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils mettent une attaque aussi violente, je pense. Parce que cette année, tu regardes, il décroche pas Van Aert de la roue, hein. il Il est décroche dans la roue. personne. Il décroche personne. Tout le monde s'y attend. Tout le monde sait que ou lui ou Van Aert ou Mathieu vont attaquer. Il y a tout le monde qui le sait. Ouais, Donc, à partir du moment où tu le sais, et en plus c'est chaque année à peu près au même endroit, au petit repère, là, c'est la petite chapelle ou je sais plus quoi, mais là, ils sont tous là, ils le savent. Ah, et on y est, il va bouger. Et au moment où il bouge, bah, ils sont tous déjà prêts à y aller. Donc, ouais. même s'il est explosif au démarrage, le deuxième, il arrive à suivre un peu moins explosif, le troisième un peu moins explosif, et après, bah, la chaîne, elle se tasse et tout le monde sait suivre, hein. Ouais, Donc, ouais. ça fait tampon. Et après, bah, il y a la descente à négocier. Et puis, ben, là, ça s'est posé un petit peu, même si c'était quand même assez rapide, mais ça s'est posé. Ça n'a pas fait la course à bloc dans la descente. Et, euh, et derrière, bah, on a à 100 mètres du virage, du dernier virage de la descente, bah, il y a Jasper Stuyven qui a anticipé parce qu'il a vu que ça se posait un peu. Et c'était le meilleur moment. Il y a tout le monde qui s'est un peu regardé, qui va y aller. La responsabilité était sur Wout van Aert, puisque c'était lui le grand favori. Mais il n'y a personne qui a bougé. Il y a Ouais. juste Craig Anderson qui a réussi à faire le bon. Mais derrière, qui va bouger? Personne. Et Ouais, puis, c'est ils ont. exactement ce que je t'ai dit quand on s'est en FaceTime, on s'est eu un petit peu. Et je t'ai dit, c'est hallucinant. Il a choisi pile poil le bon moment. Il a mis son attaque. Et derrière, tu vois tous les mecs, Van Aert qui se retourne, qui regarde les autres. Bah, je vais pas tout faire tout seul, vous y allez, les mecs. Et personne n'a voulu prendre le relais. Et t'as Krag Andersen qui sort sur la gauche de la route. Et lui, il rentre. Ouais, mais après, c'est le mec qui est capable de faire ça. Donc voilà. Après, il rentre, il passe son relais et il emmène Stuyven à la victoire. Et derrière, bah, on a les mecs qui ont réagi un peu tard, comme Julien qui a roulé parce qu'il s'est rendu compte que sinon c'était baisé. Il a lancé le sprint. Puis après, tu as un autre qui a roulé. Puis après, tu as Mathieu qui a sprinté. Puis après, tu as Mathieu qui a lancé le sprint. Ouais. Et voilà, ils viennent mourir dans la roue. Mais c'était trop tard. Et voilà, quoi. C'était Milan-San Remo. Après, bon, moi, je voudrais juste. Bah, on a un bon vainqueur, en plus, c'est un Belge, donc on va pas Oui, dire que c'est pas oui. un Non, vainqueur. puis il a une classe. Je pense que là, il va commencer à en enfiler quelques-unes des victoires de ce type, Steven. Ça s'est peut-être débloqué avec ce qu'il a gagné l'année dernière. Euh, non, non, c'est quoi? C'est laquelle qu'il a gagné en Belgique, là, c'est le Il Het avait News. gagné Kurn. Kurn, oui, pardon, Kurn. Et je pense que ça, dans sa tête, même s'il en avait gagné quelques-unes avant, il s'est rendu compte ce jour-là, il s'est dit, bah, je peux être aussi fort qu'un Van Avermaet, qu'un Assen, qu'un Alaphilippe, Et puis en plus, il est malin, il sait super bien courir. C'est pas la première fois qu'il manœuvre comme ça, hein. Non, non, bah, de toute façon, voilà, quand il gagne pas souvent, mais quand il gagne bien, quoi. Donc, voilà, là, il a gagné un monument. Et puis derrière, bah, si un jour il regarde le classement, bah, franchement, chapeau, quoi. Parce que. Parce que regarde, dis-moi qui t'a battu, je vais te dire qui tu es. Ouais. Et tu regardes, moi je voudrais tirer mon petit coup de chapeau à Sagan. Ouais, Parce que c'était sa deuxième course après Tirreno. Tout le monde l'avait mis directement aux oubliettes parce que bah, c'est fini, les jeunes sont arrivés, Sagan n'est pas là.
Mais je pense qu'il est pas loin d'avoir fait le sprint le plus rapide. Parce Bah, qu'il c'est lui le plus rapide sur le sprint. Tu le vois, c'est lui qui remonte le plus vite, hein. Donc voilà, après, il fait 4. Mais il est là, il revient tranquillement, il fait pas de bruit. Il s'est fait un petit peu oublier et il est là. Et je pense qu'ils ont fait une erreur, tous, que ce soit médias, autres coureurs, autres directeurs sportifs, tatati, tatata. Ils l'ont enterré trop tôt. Et le Sagan, c'est un orgueilleux. Et là, Ouais, mais non. ils ont réveillé la bête. Ils n'auraient jamais dû le sous-estimer comme ça, hein. Bah, de toute façon, non, je pense que lui, il s'en fout surtout de tout ça, hein. Lui, c'est un mec qui veut s'amuser sur son vélo, c'est un artiste. Donc, tant qu'il prend du plaisir et qu'il s'amuse, il continuera. Et je pense sincèrement que ce que les gens pensent de lui, ils s'en contrefoutent, mais complètement. Tu C'est le penses? genre de mec, il est dans sa bulle, il s'amuse, autant en VTT que sur la route qu'avec n'importe quel vélo trial ou quoi. Et tant qu'il se fait plaisir, bah voilà, il est là. Il a Bon, rien à prouver à personne, il s'amuse, c'est tout. on va avoir la réponse assez rapidement de toute façon parce que là, ça va s'enchaîner. Ouais, Donc c'est on clair. verra bien, hein, si c'était un coup d'éclat ou si il revient. Bah, tu fais pas un coup d'éclat sur une course de 310 bornes, hein. Si tu regardes le classement, il n'y a pas de hasard, hein. Il y a des mecs qui ont un moteur, qui savent tenir quand même des longues courses, mais si tu prends le classement, euh, c'est quand même tout des noms, hein. Il n'y a pas un inconnu qui est là pas loin, hein. Il n'y en a pas un. Ouais, les Donc, 10 premiers, c'est hallucinant. bah, même plus, hein, tu prends plus loin, hein, tu vas prendre les 20-30 premiers, tu vas peut-être avoir un mec de Bardiani parce qu'il est super motivé, que c'est chez lui et c'est cela, mais tout le reste, c'est des mecs qu'on connaît, c'est pas des inconnus, quoi. Ouais. Euh, donc même on les a pas vus de la journée, il y avait 313 bornes, ils les ont fait et à la fin, comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu n'as rien fait, mais que tu arrives au pied de la Cipressa et que tu commences à forcer à 285 km, bah, si tu n'as pas le moteur, si tu n'as pas les jambes, c'est impossible de suivre, c'est impossible. Tu essaies de forcer, mais tu es Ouais. vidé parce que tu as déjà 6 heures de vélo, quoi. Et puis Donc, ça va tellement vite. non, mais c'est certain. Après, il faut avoir un moteur pour être devant à la fin, c'est sûr. C'est sûr. C'est pas un hasard. Ouais. Bah, dimanche, on passe aux filles. Il y avait Trofeo Binda. C'est un circuit qui est. Enfin, il y a une partie en ligne et après, on est sur un circuit avec deux bosses. Et ben, encore une fois, ça a flingué de partout. Tu as eu la Trek Segafredo qu'on a mis partout avec Audrey Cordon-Rago, la championne des États-Unis, je me rappelle plus de son nom, qu'on a mis une ou deux aussi. Bref, encore une course de cadet, quoi. Mais à 30 bornes de l'arrivée, il y a Madame Longo Borghini qui s'est décidée à ouvrir la poignée. Elle a mis tout le monde en file indienne dans la deuxième bosse de l'avant-dernier tour, il me semble. Et là, bah, elles étaient toutes pendues. Et bah, terminé. Astor, il n'est pas d'accord. Non, il n'est pas d'accord avec toi. Demande. Il n'est pas d'accord parce qu'il dit que bah, tu as oublié une équipe. Oui, la SD Works. Voilà, tu as oublié. Si tu ne parles pas belge à ce chien, il n'aime pas. Tu vois, regarde, je lui ai dit, maintenant il dit plus rien. Voilà. Mais non, mais c'est Ouais, vrai que premier Trek supporter de la était. SD Works. Ouais, c'est un supporter, ouais. Mais Trek était impressionnant, mais après, c'est vrai qu'il manquait quelques grands noms d'autres équipes comme les Hollandaises, pour pas citer les noms, mais après, Longo Borghini, c'est vrai qu'elle est impressionnante depuis le début de saison. Euh, on l'a vu à Strade Bianche, elle lâche rien. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est une confirmation pour elle de son état de forme et de son bon début de saison.
Et maintenant, bah, c'est pareil pour les filles. On va rentrer à partir de jeudi. Jeudi, on rentre dans la période de classique avec euh, de Pan Coxhead pour les filles, qui Ouais, s'appelle maintenant petit classique. Oxy Classic. Et puis ensuite, bah, ce sera Country Level Game et ainsi de suite. Ouais. Donc, Mais pour en revenir vite fait à, comment elle s'appelle, à Longo Borghini, elle sort à 30 bandes de l'arrivée, comme on disait, et derrière, elles étaient quatre, je crois. Il y a la championne d'Espagne de chez Movistar. Il y avait Madame Marianne Vos. Il y avait la petite danoise de la FDJ Nouvelle-Aquitaine, Ludwig. Eh ben, même à 4 à passer des relais, elles n'ont jamais réussi à rentrer. Elles ont pris 1 minute 10 ou un truc comme ça à l'arrivée. après, elle est balèze en chrono aussi, hein. Oui, elle est super forte en chrono, oui. Donc, totalement, elle ne s'est pas posé de questions. Et c'est déjà quand elle est avec quelqu'un, elle ne se pose pas de questions. Donc, derrière, le peu que c'était pas très organisé, qu'ils se sont regardés un petit peu, bah, voilà. Une fois qu'elle a pris 30 secondes, derrière, ils ont joué pour la deuxième place. Ouais. C'était moins convaincant les relais et puis du coup l'écart s'est creusé. Oui, c'est exactement ça. Voilà, voilà. Et en parallèle, en Belgique, bah, on avait aussi une course féminine, euh, le Omloop van Westhoek, euh, dans la région de la mer. Et là, c'est SD Works qui a dominé. Astor, t'en penses quoi? Voilà, Astor, il est content. Il est content, lui. Ouais, bon, en même temps, j'ai envie de te dire, tu m'as dit qu'elles en avaient mis combien dans les 10 premières? Ouais, elle devrait être 5. Non, 5 ou 6, je pense. en fait, elles ont quasiment pas d'opposition, quoi. Non, mais c'est la Dream Team de toute façon. C'est le Wolfpack féminin, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Mais après, ouais, voilà, et c'est une structure vraiment, c'est impressionnant comment tu vois comment ça tourne. Euh, Quand tu vois cette équipe, il n'y a plus aucune différence avec les équipes de garçons. Aucune. Oui, parce que toi, tu sais de quoi tu parles, étant proche de quelqu'un de l'encadrement, Ouais, étant proche de l'équipe, ouais, de tu sais comment ça l'encadrement, fonctionne en interne. voilà, tu sais que franchement, c'est une équipe World Tour garçon. C'est C'est le la même. modèle à suivre chez les filles. Ouais, C'est ouais. c'est comme ça, c'est comme ça que devraient être les équipes dans les années à venir. Je pense que c'est comme ça elles vont être. C'est Ouais, certain. C'est certain parce que tout le monde va s'appuyer sur ce modèle-là et déjà certaines équipes, si on prend Trek, elles sont aussi comme ça. Si on prend Movistar, c'est aussi comme ça. C'est ouais, pas que SD Works, mais certainement que il y a peut-être plus de meilleures coureuses, hein, dans cette ouais. équipe. Je ne sais pas par rapport à quoi, si c'est par rapport à un budget ou je ne sais pas, mais on voit la Jumbo l'auto, non c'est Jumbo, je ne sais plus maintenant, de Marion Vos qui a Ouais, fait c'est Jumbo Visma. qui fait la même équipe. Maintenant, ils n'ont pas eu beaucoup de choix au niveau du recrutement, ils ont pris Marion Vos et une ou deux autres, mais le reste c'est un petit peu, allez, j'oserais dire un petit peu limite au niveau de la qualité, mais dans les années qui vont venir, quand il va y avoir des fins de contrat droite-gauche, ça va se regrouper, ça va faire une Dream Team aussi. Et plus que maintenant, on est en train de promouvoir le cyclisme féminin en Belgique, comme aux Pays-Bas déjà depuis quelques années, il y a Ouais. un vivier de jeunes filles qui vont arriver maintenant à maturité de 19-20 ans et qui vont tous se retrouver dans ces équipes-là. Et là, ça va faire mal, hein. Là, ça va faire très mal. Ouais, ouais, c'est amené à devenir ces deux pays-là, la Belgique et les Pays-Bas, c'est pas pour rien que c'est des nations dominantes. Mais je pense que ça, il n'y a pas que, hein, pour te contredire, il n'y a pas que, mais je pense que les pays vont de toute façon se suivre, hein. Les Pays-Bas étaient précurseurs là-dedans, la Belgique commence à suivre.
Bon, on a des nations comme le Danemark qu'il ne faut pas oublier, qui ont un sacré réservoir. Ouais. Les Italiennes ont toujours été bonnes. Les Suissesses, attention aux Suissesses, parce qu'ils ont une école de vélo qui est assez remarquable pour les jeunes filles. Les États-Unis aussi? Les États-Unis aussi, mais bon, elles ont toujours été fortes aux États-Unis. Peut-être que maintenant, comme je l'ai dit, avec le développement du cyclisme féminin, ça va justement éclore. Mais et puis il y a toutes des petites nations qui se développent parallèlement. L'Allemagne, je parle de petites nations au niveau féminin, hein. Ouais, ouais, Euh, oui. et donc ça va arriver à l'élite, à vraiment une élite, un peloton homogène. Tandis qu'avant, comme je l'ai dit déjà dans un débrief, on avait 5-6 filles qui se dégageaient dès le début de la course. Et derrière, bah, c'était lamentable, quoi. Tu vois, elles faisaient presque les 5-6, elles faisaient les 100 km à 5, quoi. Les derrière, c'était porte-drapeau, quoi. Mais Ouais. maintenant, ça n'existe presque plus. Tu as au début de course les plus faibles qui sautent, et derrière, des fois, tu te retrouves quand même avec un peloton de 40-50 filles qui ont allez, pour parler vulgairement, un putain de niveau, quoi. Ouais, ça s'est homogénéisé un petit peu plus. Ouais, c'est ça. Bah écoute, c'est tant mieux pour elle. Maintenant, on se fera un jour un débat sur la parité homme-femme, parce qu'il faut vraiment en parler. Je regardais quelques vidéos où quand ma femme a entendu la différence, par exemple, de prize money entre le vainqueur féminin, enfin le vainqueur féminin et masculin, par exemple de Kurn, Mhm. elle était hallucinée. Et ça doit nous choquer tous, aussi bien femmes que hommes. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est certain. C'est sûr qu'il faut. C'est inexplicable, je ne sais pas comment ça se fait, Euh, mais voilà. Attends, ouais, c'est abusé. 16 fois moins que le vainqueur masculin. 16 Ouais. fois. Et ce qui est surtout à- aberrant, c'est que, comment expliquer ça? C'est que l'UCI donne le choix aux organisateurs de répartir leur enveloppe de prix entre les deux catégories. C'est-à-dire, je vais donner un exemple, qu'ils donnent une grille de prix globale, donc c'est un exemple bien sûr de 20 000 euros. Si l'organisateur reprend les 20 000 euros, je dis encore bien c'est un exemple, ça peut être plus, ça peut être moins, il est libre de dire je donne 10 000 au premier homme, 10 000 à la première femme. Ouais. Et il est libre aussi de dire je vais donner 19 000 au premier homme et 1 000 à la première femme. Et C'est fou. ça, je trouve ça aberrant de l'organisateur de Kurn d'avoir fait une répartition comme ça. C'est vraiment malhonnête de sa part, surtout un organisateur d'une course aussi prestigieuse, de donner 16 000 au premier homme, ou je ne sais pas, hein, je dis ça, je ne sais plus combien c'est, Le vainqueur, c'est 16 000 euros. et à la première femme, je ne sais pas combien c'était 930 euros. voilà, 1000 euros, quoi. Et franchement, les filles, elles sont là avec 8 ou non, avec 6 je pense. Oui, parce qu'il faut rappeler que quand tu as un prize money, tu le partages en nombre de coureurs au C'est un départ. sport individuel, mais qui se pratique en équipe. Donc, il y a une tactique. Si la fille, elle gagne 1000 euros, il faut bien se dire qu'elle elle va peut-être recevoir une prime de son équipe. Je ne sais pas, ça dépend les, les tenants et les aboutissants de son contrat ou j'en sais rien. Mais à la 1000 euros, la coutume veut qu'il y a une tactique d'équipe. Si elle a gagné, c'est aussi grâce à son équipe. Elle retransmet la majeure partie de sa prime de victoire à ses équipières. Donc, elle Voilà. va peut-être garder se compter dans les prix, mais ça veut dire 1000 euros ou 950 euros divisé par 6. Là, Ouais. on parle Autant, de, autant dire rien du tout, quoi. voilà, on parle de rien du tout, quoi. Rien. Donc, ok, elles sont sponsorisées, ok, elles ont peut-être des frais de déplacement, mais à côté de ça, elles ont passé 150 bornes, 3 heures et demie à galérer, c'est leur métier, dans n'importe quel temps, et elles gagnent 150 balles ou 200 balles, quoi. Faut pas exagérer. Tu as l'homme à côté qui fait la même chose,
Et lui, il va pouvoir distribuer à ses équipiers 2000 euros. Ouais. 2000 euros pour une course. Hein? C'est quand même abusé. Moi, je trouve que c'est abusé. On en parlera, on fera une vidéo débat là-dessus. Ouais. Et on essaiera d'avoir une fille avec nous ce jour-là. Mhm. Une Belge ou une Euh, Française? euh, J'aimerais bien en avoir une de chaque, mais une Belge qui parle français, ce serait top d'avoir une Française et une Belge. Mais tu veux pas le beurre et l'argent du beurre non plus. Une Belge qui parle français. Toutes les Belges, elles parlent Qu'est-ce que tu veux que français. je te dise, quoi? Une Toutes les- Wallonne ou je ne sais pas. T'as des relations ou t'en as pas? J'ai des relations, mais cite-moi une Wallonne qui est à haut niveau, qui est pro. Ah bah je sais pas. Ah voilà, bah, t'as fait le tour. Donc ça changera certainement, mais pour l'instant, il n'y en a pas, faut être honnête. Il y a une équipe qui s'est créée en Wallonie justement pour développer ça, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas une pure Wallonne qui est à haut niveau. Mais les Flamandes, elles parlent française, donc il n'y a pas de souci. Si tu veux parler avec une Lotte Kopecky ou une Yolindo ou je sais pas moi, une Sanekant ou elles te parlent français, elles vont te parler français avec un accent ou un cheveu sur la langue, mais tu vas comprendre très bien. Y a Oui, pas mais de on souci. s'en fout. Ce qu'on veut, c'est comprendre et aussi avoir leur avis sur ce qu'elles vivent. Parce que les générations futures de petites championnes, comme pourrait l'être ta fille un jour, eh ben, elles dépendent de ce que les filles de maintenant vont faire. Donc c'est très important de savoir ce qu'elles, elles veulent et ce qu'elles en pensent. Mais après, il faut que tu te dises aussi que tu peux aussi faire appel à une fille si tu veux vraiment quelqu'un qui parle français et qui peut t'expliquer le problème de fond en comble. Une fille comme Majerus, qui est du Oui. Luxembourg, qui a été dans une équipe hollandaise, qui a été dans une équipe belge et qui connaît très bien les trois systèmes et peut-être même le système français et qui, elle, pourrait t'expliquer, je pense, à la perfection le problème et l'évolution du cyclisme féminin. Eh ben, pourquoi pas, si un jour elle veut venir sur la chaîne, il n'y a pas de problème. La porte est grande ouverte. Ça va, je lui dirai. Il n'y a pas de problème. Nous, Ça on a une marche. championne de France qui devrait pas tarder à débarquer sur notre chaîne. Je me répète hein, à chaque fois, mais et pour que les gens ils prennent bien conscience que on fait de notre mieux, et David et moi, pour faire vivre la chaîne. Donc, bah, entre guillemets, un peu de soutien ne serait pas de refus. Je parle en termes de soutien, euh, de l'interaction avec nous sur les vidéos, du suivi régulier, des abonnements, voilà quoi, tout ça, c'est ce qui nous permettra de continuer et en quelque sorte, de nous faire plaisir. Mhm. Voilà. C'est sûr. Donc on va conclure ce quatrième numéro de cette façon. Et puis bah, on vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour l'interview d'un speaker, somme toute pas très connu en Belgique, même pas du tout, mais qui nous est connu en France. Donc bah, rendez-vous, normalement ce sera jeudi. Ça paraîtra jeudi sur la chaîne. Ça va. Voilà. Et puis après, il y aura d'autres interviews qui arriveront. Et je me répète, une championne de France, un champion du monde et recordman du monde dans sa discipline. Et puis après, ça va normalement, ça devrait s'enchaîner. Hein. Si la situation nous le permet. Oui, 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 oui. Et on essaiera de faire une vidéo commune depuis la Belgique avec David. On essaiera de mettre ça sur place un peu plus tard dans l'année quand ça sera débloqué et en France et en Belgique. Ouais. Voilà. Allez, bonne journée à tous. Ouais, bonne fin de semaine, enfin bonne semaine à tous et puis on vous dit à bientôt. Et puis on espère des belles classiques parce qu'on est parti pour une quinzaine, voire plus de folie. Exactement.
C'est le plat de résistance. Ouais. Vive le vélo. Ouais. Allez. Allez, ciao, salut.